Une vidéo commence à tourner, montrant une foule entière s'agglutiner autour d'un type déguisé en ours. Il retire la tête de son costume devant une fille, ouvre son cœur et lui déballe ses sentiments en lui demandant d'être sa petite amie. Sauf que la nana lui met un râteau monumental, lui balançant froidement qu'ils ne se connaissent que depuis un mois. Pour couronner le tout, elle démolit le physique du pauvre gars, lui lâchant qu'elle ne voudra jamais rien faire avec lui parce qu'il est bien trop loin de son niveau. La foule aux alentours part dans un fou rire général et continue de filmer la humiliation en direct. Surgit alors une autre fille qui tente de disperser l'attroupement, suppliant le monde d'arrêter ce cirque et d'éteindre les caméras. Dans la scène suivante, le mec qui vient de subir cette honte monumentale dans la vidéo est assis devant son ordinateur en train de remater son propre marasme. Il baisse la tête, en pleine dépression, et tente de noyer son chagrin dans la nourriture en fondant sur un burger tout en fondant en larmes. C'est à ce moment-là que son téléphone sonne. C'est Lianjal, son ami d'enfance, qui l'appelle tout excité pour fêter son anniversaire. Les larmes lui dévalant le visage, il parvient à lui lâcher un « joyeux anniversaire » sans qu'elle ne capte un seul instant dans quel état elle se trouve. Lianjal insiste pour qu'il la rejoigne avec la bande dans un karaoké pour marquer le coup. Sauf que Sheng lui raccroche au nez, la laissant en plein désarroi et passablement vexée. Une copine essaie de monter la tête à Lianjal pour qu'elle zappe Sheng et vienne profiter du banquet qu'elles lui ont préparé. Mais impossible pour elle de se sortir son pot du crâne, inquiète au possible. Enfermé dans sa chambre, Sheng touche le fond de sa misère. Il reçoit un message de Lianjal qui tente de lui rebooster le moral, lui rappelant qu'il sera toujours l'étincelle de sa vie. Sheng passe son temps à murmurer des excuses dans le vide tout en s'empiffrant sans s'arrêter. Le visage noyé de larmes, il se sent comme la créature la plus inutile de la Terre. Estimant qu'il ne mérite même pas d'être l'ami de Lianjal, il continue d'engloutir tout ce qui passe de manière compulsive jusqu'à ce qu'un morceau lui reste bloqué en travers de la gorge, lui coupant le souffle net. Il bascule de sa chaise et s'effondre lourdement sur le sol. Et c'est ainsi, de cette façon totalement surréaliste, que Sheng a claqué en mangeant. Un mec qui n'a jamais rien accompli de sa vie et qui, jusqu'à son dernier souffle, est parti comme une merde en s'enfonçant dans le néant. Le film de son enfance se met alors à défiler dans sa tête. Il se revoit subir un harcèlement féroce depuis son plus jeune âge à cause de son surpoids. Les gosses de l'école refusaient catégoriquement de s'asseoir à côté de lui, se plaignant d'étouffer. Pour ajouter au drame, sa propre mère s'est fait la malle, l'abandonnant dès que son père est tombé malade et a succombé d'un cancer. Elle a simplement laissé le gamin livré à lui-même au moment où il avait le plus besoin d'un toit et d'amour. Sheng continue de sombrer dans les ténèbres. Alors que le froid du néant envahit peu à peu l'espace, une voix mystérieuse résonne, lui annonçant qu'il vient tout juste de débloquer le pack initial suprême du débutant. Une lumière aveuglante balaie tout sur son passage, laissant le décor dans un blanc absolu. Après un moment, Sheng ouvre lentement les yeux et ressent une sensation collante sur ses mains, incapable de piger comment il est encore en vie. Il se redresse et allume la lumière de sa chambre. En se découvrant dans le miroir, c'est le choc absolu. Son physique a radicalement changé. Il a perdu un poids phénoménal. Sheng se pince devant la glace, sans parvenir à y croire, mais la douleur lui confirme bien que ce n'est pas un délire pendant qu'il contemple sa nouvelle carrosserie. La voix résonne à nouveau dans sa tête, lui annonçant que le pack de bienvenue pour débutants a été activé avec succès. Il pète un plomb, regardant de tous les côtés pour trouver d'où provient ce son. La voix continue de dérouler, expliquant qu'il est l'élu du destin et se présente comme son centre sensoriel intelligent, baptisé Nicolas. Sheng reste figé une seconde, mais finit par capter le truc, faisant direct le rapprochement avec les jeux RPG et les webtoons qu'il a l'habitude de poncer. Il active le système qui lui expose les règles. Cette capacité permet de convertir la graisse corporelle en point de compétence, lui ouvrant un raccourci en mode facile vers le sommet. Comme il était plutôt enrobé avant, Sheng en déduit que toute sa graisse a été convertie pour le rendre baraqué. Pour vérifier sa théorie, il colle une baffe sur la table et ne récolte qu'une douleur atroce dans la main. C'est là qu'il comprend qu'il se fait des films et qu'il reste le même pauvre type qu'avant. Nicolas lui remonte le moral, lui garantissant que les compétences se débloqueront au fur et à mesure qu'il prendra des niveaux. De plus, le système lui a déjà réservé une petite surprise, le déblocage de l'amélioration de la zone buccale, un allié ultime au moment de passer à table. Sheng trouve ça complètement absurde et doute fort de l'utilité d'un tel pouvoir. Nicolas lui détaille qu'une fois activé, le système booste le corps de l'hôte, décuplant tous ses sens et sa résistance. Sauf qu'au moment précis où le système s'apprête à lui révéler la partie la plus folle de son pouvoir, Sheng est coupé par un appel désespéré de Lianjal, qui hurle à l'aide. À l'autre bout du fil, l'un des pote de Lianjal, qui a toujours des vues sur elle, est hors de lui après s'être mangé un râteau. Le mec accuse la fille de lui avoir donné de faux espoirs, lui balançant à la figure qu'il a toujours tout fait pour elle. Il lui demande, vert de rage, ce qui lui manque par rapport à cette mère d'amis à elle. Lianjal tente de reculer, mais le type lui agrippe le bras violemment, sans la moindre intention de lâcher prise. Alors que le désespoir submerge Lianjal, la porte du carré VIP vole en éclats sous un coup de pied magistral, révélant Sheng,
fumant de colère. Il déboule en lui rentrant dedans, lui ordonnant de lâcher la fille sur le champ. Sauf que la porte se referme brusquement de façon comique en plein sur sa tronche, le laissant complètement galérer pour tenter de s'introduire à nouveau dans la pièce. Il hurle de lâcher Lianjal, se affichant comme une véritable risée. Les mecs partent dans un fou rire mémorable face à cette scène. Malgré tout, Sheng ne se démonte pas et réitère son ordre d'une voix ferme de libérer la fille. Le mec, fou de rage, lui rétorque en lui demandant de quel droit il se permet de lui donner des ordres. À ce moment précis, Sheng réalise qu'il a agi sous le coup de la pure impulsion et appelle le système à la rescousse. Nicolas l'informe alors que, son niveau étant encore au ras des pâquerettes, la seule compétence disponible reste la compétence initiale. Le mépris du roi. Ce truc ne coûte aucun point d'énergie et sert à asséner un choc mental d'une violence inouïe à la cible. Shane part aussitôt dans ce délire, imaginant déjà le massacre s'il venait à surcharger les mecs avec ce coup. Sauf que, pendant qu'il plane dans ses pensées, le molosse remarque qu'il est complètement dans la lune et vient l'interpeller froidement. Faisant totalement abstraction du type, Sheng se tourne vers Lianjal et joue le protecteur, lui jurant sur tous les tons qu'il va régler l'affaire et la mettre en sécurité. Pendant ce temps, Lianjal reste complètement perplexe, cherchant désespérément à deviner qui peut bien être ce type. L'imbécile se moque ouvertement de Sheng et lui conseille de s'occuper de ses fesses. Pour toute réponse, Sheng active son pouvoir, faisant ressentir au type une migraine intolérable qui le fait tomber à genoux dans un désespoir le plus total. Sheng constate que la compétence a fait mouche. Il s'émerveille de sa propre puissance, sous le choc de n'avoir même pas eu à lever le moindre petit doigt pour étaler le gars. C'est alors que le système recrache son avertissement. Il existe 5% de chances que cette compétence enclenche le mode berserk chez l'ennemi, transformant le sujet en véritable monstre et lui faisant perdre totalement la tête. Alors qu'il ingurgite l'information, le type pète soudainement les plombs, l'attrape sauvagement par le col de sa chemise et commence à lui décharger son poing sur la figure. Shane pige instantanément qu'il s'agit de l'effet secondaire du pouvoir, hors de lui, hurle que c'est une vaste mascarade, appelant Nicolas au secours. Manque de peau pour lui, le système l'informe que son solde de points est tombé à zéro et qu'il est strictement impossible de débloquer la moindre compétence pendant qu'il se fait massacrer. Shane jette un regard implorant vers Lianjal pour lui demander de l'aide, mais la fille prend ses jambes à son cou et se fait la malle, refusant catégoriquement de lui prêter main forte. Shane sent le sol se dérober sous ses pieds en réalisant que son ami d'enfance ne l'a même pas reconnu à cause de sa nouvelle apparence. Sur ces entrefaits, le type le plaque violemment contre une table adjacente, faisant craquer son dos dans un fracas retentissant. Bien qu'embouilli, Sheng se force à réagir. C'est à cet instant précis que le fou furieux s'avance vers lui, une bouteille cassée à la main. Sheng lui ordonne de déguerpir, mais le type, totalement habité par le mode berserk, n'entend plus rien. Aux abois, Sheng balaie la pièce du regard à la recherche de n'importe quoi à utiliser comme arme et repère des restes de nourriture sur la table. Sans réfléchir à deux fois, il se met à s'empiffrer sur le champ, faisant hurler de rire toute la bande. Les types le dévisagent avec un dégoût affiché, se foutant ouvertement de sa gueule, le traitant de porc et se moquant d'un mec qui ne trouve rien de mieux à faire que de se faire un plateau télé au moment de passer l'arme à gauche. N'en ayant absolument rien à faire de leur raillerie, Sheng continue d'engloutir tout ce qu'il trouve. Les gars le chopent par le col, lui balançant en face que s'enfoncer de la bouffe comme un malade ne sauvera pas sa peau. Le chef de la bande finit par se pointer devant Sheng, lui demandant d'un ton ironique s'il a enfin calé son creux. C'est à ce moment précis que Sheng entend Nicolas lui murmurer à l'oreille qu'il a accumulé suffisamment de points pour débloquer une autre compétence. Sans hésiter une seconde, Sheng valide l'échange juste au moment où le détraqué laisse sa bouteille pour lui détruire le crâne. La compétence de résonance mentale entre en action, figeant le type en plein vol. Sorti de nulle part, des larmes se mettent à couler le long du visage du chef, tandis qu'une vague de tristesse phénoménale le submerge. Il lâche sa bouteille et fond en sanglots, déclarant sa flamme à Sheng. Le mec, le cœur brisé en voyant Sheng complètement amoché et ensanglanté, se met à se lamenter sur la douleur subie par Sheng, le tout selon sa vision totalement altérée. Pour ce fou furieux, Sheng apparaît comme le mec le plus charmant et le plus mignon de la Terre, alors qu'en réalité, le gamin écume de rage face à son agresseur. Aveuglé par cette transe, le chef enlace Sheng avec une tendresse infinie. Ses sentiments et ses hormones ont été intégralement retournés par la compétence. Sheng n'en revient pas du tout totalement absurde que prend ce cirque. Il met un râteau au type et se tourne vers les autres molosses, se foutant de leur gueule en leur demandant si quelqu'un d'autre veut tomber amoureux de lui. Anéanti par ce rejet, le chef se tourne vers ses acolytes pour réclamer un peu de tendresse, cherchant une épaule pour pleurer son chagrin d'amour. À cet instant précis, Lianjal débarque dans la pièce avec les forces de l'ordre après avoir couru déposer plainte. Mais sa surprise est immense lorsqu'elle tombe sur toute la bande en plein climat d'harmonie, n'en ayant plus rien à faire du chaos d'il y a quelques minutes. Plus tard, Sheng s'assoit seul pour digérer toute cette folie. Déterminé, il se jure à lui-même de devenir la meilleure version de lui-même pour pouvoir se défendre et protéger ceux qu'il aime. Tout à coup, son ventre se met à gargouiller et il rentre chez lui pour se casser le ventre. Le lendemain,
Son téléphone sonne. C'est son collègue de boulot qui lui demande s'il a oublié son petit job à mi-temps et lui rappelle que c'est aujourd'hui que tombe la paie sur le compte. Au mot paiement, Sheng bondit de son lit d'un seul coup, mais accuse un choc monumental et tombe raide sur le sol en se découvrant dans le miroir. Il se découvre réduit à l'état de squelette, peau sur les os, d'une maigreur étrange et maladive. La déception est immédiate, lui qui s'était promis la veille de se donner à fond pour devenir une meilleure version de lui-même. Nicolas lui balance l'avertissement. Son solde de points a complètement fondu et il doit d'urgence refaire le plein d'énergie en ingurgitant un max de gras. Bien qu'il traîne les pieds et que son corps soit d'une faiblesse absolue, Sheng fait un effort surhumain pour dégoter n'importe quelle bouffe. En ouvrant le frigo, il ne tombe que sur une pâte concentrée pour fondue chinoise, pris au piège, l'avale telle qu'elle. Plus tard, sur le chemin du boulot, Sheng se jure du plus profond de son âme de ne plus jamais laisser une seule goutte de fondue passer ses lèvres. Sauf que Nicolas vient une fois de plus lui casser son délire, l'avertissant que son taux de masse grasse reste dramatiquement bas et ne couvre même pas les fonctions de base du système, insistant pour qu'il continue de s'enfiler des assiettes. Sheng débarque enfin au travail et file droit au vestiaire pour enfiler sa tenue, mais reste interloqué en découvrant l'endroit totalement désert. Il appelle son collègue Léo, mais réalise rapidement qu'il n'y a pas un chat dans les parages. Toute l'équipe, tenaillée par une fringale monumentale, tente de garder son calme pour ne pas faire de conneries. Sauf que la faim prend le dessus et il finit par craquer. Il saute sur un burger et se met à le dévorer sans l'ombre d'une hésitation. En 2 temps 3 mouvements, il nettoie tout ce qui se trouve à sa portée, engloutissant la nourriture tout en fondant en larmes de désespoir, se demandant si sa paie du mois suffira seulement à rembourser les dégâts. Grâce à cette orgie culinaire, il débloque une nouvelle compétence, la salive surpuissante, capable de dissoudre n'importe quel aliment et de le réduire en poudre instantanément, décuplant la digestion pour convertir la graisse en énergie avec une efficacité hors norme. Sheng trouve ce pouvoir complètement ridicule et râle, réclamant un truc vraiment utile tout en continuant de s'empiffrer. Soudain, il perçoit la voix de Léo, jette un coup d'œil en douce et prend le pauvre gars en train de se faire massacrer par la patronne. La proprio de l'établissement est en train de passer le gamin à tabac verbalement pour sa maladresse et le retard de Sheng, ordonnant à Léo de passer par le service RH et de ne plus jamais repasser le pas de la porte. L'équipe au complet part dans un fou rire cynique face au malheur du jeune homme pendant que la mégère en rajoute une couche, lui balançant froidement qu'il ferait mieux de s'occuper de faire fondre sa propre graisse pour réussir à rentrer dans un cercueil. Sans l'ombre d'une compassion, la femme ordonne au gamin de déguerpir de sa vue, l'accusant de lui couper l'appétit et de couper le passage à tout le monde. Le visage empreint d'une méchanceté pure, elle le fout à la porte. En voyant son pote se faire piétiner de la sorte, Sheng ressent une poussée de colère noire. Sans même s'en rendre compte, il presse une bouteille de sauce avec une telle violence que le liquide gicle en plein dans la tronche de la patronne. La mégère se retourne, le visage défiguré par la rage. Devant le venin qui se lit dans ses yeux, Sheng pète un câble en interne, cherchant désespérément une porte de sortie pour se sortir de ce bourbier. Pris de regret, il fait profil bas et présente ses excuses les plus sincères à la proprio. Sauf qu'aux yeux de la femme, il n'est pas un clampin ordinaire. C'est un jeune homme d'un charme dévastateur, avec une vraie tête de chiot abandonné. Devant cette scène sans défense, l'humeur de la sorcière vire du tout au tout en un clin d'œil, et elle lui lance un « T'inquiète, pas de souci » miraculeux. Voyant qu'il vient de sauver ses fesses de l'échafaud, Sheng tente de jouer de son charisme pour s'assurer les bonnes grâces de la patronne. La femme lui glisse qu'il a frappé à la bonne porte, vu la qualité de leur cuisine. Après cet échange, il passe devant elle, attrape Léo par le bras et prend une posture de patron, annonçant qu'il a régalé son pote plutôt que de le voir se faire piétiner ici. Au lieu de prendre la mouche, la patronne tombe encore plus sous le charme, le trouvant incroyablement mystérieux et beau à tomber. Elle s'installe même à ses côtés pendant que Sheng déboîte les assiettes et se rince l'œil, lui disant de manger à s'en enlever le ventre et lui promettant de revenir s'occuper de lui dès qu'elle aura réglé 2 ou 3 bricoles. Une fois seul, Sheng s'étonne et demande à Léo pourquoi il ne touche pas à son assiette. Léo baisse la tête, dépité, et avoue qu'il n'a pas un centime en poche. Sheng esquisse un petit sourire et lui claque la vérité. La maison régale. En voyant son pote engloutir tout tel un bulldozer, Léo lui demande s'il a vraiment de quoi régler une note pareille. Sheng se contente de pointer du doigt l'affiche de la promotion sur le mur du bar, qui stipule clairement que quiconque descend 40 bouteilles de bière en une seule journée ne débourse pas le moindre centime. Léo en reste bouche bée, trouvant ce défi totalement irréalisable. Sauf qu'au fond, Sheng sait très bien ce que son système a dans le ventre et ordonne déjà au serveur d'apporter les caisses. Il enchaîne et siffle les bouteilles les unes après les autres sous pression, faisant littéralement vers la patronne qui le trouve plus classe que jamais en train de descendre ses verres. Léo n'y pige absolument rien devant la vitesse à laquelle Sheng liquide les stocks. En 2 temps 3 mouvements, le mec descend une colline de bouteilles sans broncher ni montrer le moindre signe d'ébriété. La patronne ne tarit pas d'éloges, impressionnée par sa descente d'enfer. Après s'être assuré que son pote a bien calé son creux, Sheng tente de se faire la malle du bar avec le sourire aux lèvres. Sauf que la patronne s'interpose pour leur couper la route, leur rappelant que la note reste à régler. C'est là qu'il lui lâche son argument choc. Il vient de se siffler 50 bouteilles, le compte est donc largement bon.
Et il ajoute même avec un aplomb d'enfer que les 2 bouteilles de rab sont pour le pourboire. La femme s'apprête à faire un scandale, mais Sheng lui décoche un regard tellement séducteur que la sorcière fond sur place, restant complètement paralysée tellement elle le trouve incroyable. Sur le chemin du retour, Sheng finit par cracher le morceau et révèle sa véritable identité à Léo, laissant son pote dans un état de choc le plus total. Léo lui demande alors comment il a pu fondre aussi rapidement d'un coup d'un seul. Sheng manque de cracher le morceau, mais se rattrape de justesse et lui sort le gros mytho de la liposuction. Léo s'inquiète pour lui, le prévenant que leur ex-patronne est censé avoir des billes dans la mafia et craignant qu'elle ne cherche à se venger. Sheng commence lui aussi à se faire du souci, d'autant plus que la gérante du bar n'a aucune idée de sa véritable identité. Sans perdre une minute, il embarque son téléphone et balance une plainte anonyme à la police contre le rat de la mégère, dénonçant la vente d'alcool frelaté. Juste après avoir raccroché, Léo reste perplexe, persuadé qu'il a inventé cette histoire de toutes pièces, mais Sheng le rassure en lui garantissant que c'était bel et bien réel. Le degré d'alcool qu'il a ingurgité ne collait pas du tout avec l'étiquette, un détail qu'il a grillé à la première gorgée. Sur ce coup-là, les 2 compères fêtent leur revanche contre leur ex-patronne tyrannique et rentrent chez eux la fleur au fusil. Le lendemain, un type apparaît en train de parcourir l'article annonçant la fermeture administrative du bar suite à la descente des flics pour alcool contrefait. Le mec tire une grosse bouffée sur son cigare, écumant de rage qu'on s'en soit pris à son business. Il convoque sa sous-sbire et lui donne l'ordre d'attraper le responsable de ce trou financier coûte que coûte. Pendant ce temps, dans une supérette du coin, nos 2 loustiques se partagent un plat après s'être fait virer comme des malpropres. La rentrée approche à grands pas, sauf qu'ils viennent de perdre leur unique source de revenus pour payer leurs frais de scolarité, ce qui fait totalement péter un câble à Léo. Sheng joue les flegmatiques et fait genre tout va bien, prétendant que ses darons lui ont laissé un joli pactole sur son compte pour régler le trimestre, pendant que son pote continue de psychoter. Pour calmer le jeu, il lui promet qu'il va gérer la situation et commande direct 10 bols de nouilles de plus, faisant mine de rouler sur l'or. Comme d'habitude, le mec est un vrai gouffre sans fond dès qu'il s'agit de passer à table. Une fois sur le campus universitaire, Sheng tend sa carte pour régler ses frais de scolarité, mais se prend une douche froide, solde insuffisant. Il pète un plomb en découvrant la misère qui lui reste sur son compte bancaire. La queue interminable derrière lui commence à murmurer et la caissière l'informe qu'il ne lui reste plus que 3 petits jours pour éponger sa dette. Il recule d'un pas et reste pétrifié, perdu dans ses pensées. Tout à coup, il se met à s'arracher les cheveux de pure angoisse, conscient que son système est en train de lui siphonner tout son pognon en un claquement de doigts à cause du budget bouffe astronomique qu'il exige chaque jour. Il va devoir se sortir les doigts pour régler ce problème, d'autant plus que ses parents se plient déjà en 4 pour financer le traitement médical de sa sœur. Alors qu'il pointe au fond du trou, Sushia et sa bande de copines passent à proximité. L'une des filles repère le garçon et le groupe entier se tourne vers ce jeune homme irrésistible, aux cheveux coiffés décoiffés, au regard ténébreux et à la carrure à faire jalouser n'importe qui. Ne remettant pas sa tête, elles en déduisent qu'il s'agit sûrement d'un nouveau venu qui n'a encore jamais mis les pieds ici. L'une d'entre elles crache la vérité, convaincue qu'un mec aussi stylé ne daignerait même pas leur adresser un regard. Sauf qu'on ne peut pas en dire autant de Sushia, la muse numéro 1 du campus que tous les mecs vénèrent. Se foutant royalement de la gueule de ses copines et les traitant toutes de loseuses, elle décide de sauter sur l'occasion et prend les devants, fondant sur le gamin avec un sourire plein d'assurance. Elle fait un pas en avant et lance à la cantonade à ses copines de bien prendre des notes. Elle s'avance en douceur, mais avec toute la panoplie pour capter son attention. Sheng tique et reconnaît la fille dans la seconde, tandis qu'elles font littéralement en voyant que le beau gosse soutient son regard. Au même instant, un raz-de-marée de souvenirs amers vient percuter le cerveau du gamin. Le film de cette humiliation publique se remet à dérouler dans sa tête. Après qu'il lui a ouvert son cœur, elle l'avait dévisagé avec un dégoût viscéral, traitant le pauvre vieux de porc inutile et lui assénant qu'un crapaud visqueux comme lui ne lui arriverait jamais à la cheville. C'est précisément à ce moment-là que Sushia a faim de trébucher et nous joue le grand jeu en tombant. Tout était froidement calculé dans son script. Cette mise en scène devait la faire atterrir directement dans les bras du jeune homme pour lui planter ce fameux regard de cinéma. Sauf que, à sa surprise la plus totale, le gars ne bouge pas d'un millimètre. Pire, il la laisse venir s'encastrer froidement contre son torse. Elle cherche à comprendre pourquoi diable il ne l'a pas rattrapé au vol, mais continue son numéro et s'accroche délicatement à sa veste, lui déballant son charme et s'excusant pour la bousculade. La main plaquée sur la poitrine du gosse, elle sent son cœur battre la chamade et se persuade d'avoir percé à jour son masque de glace. Pour elle, c'est une certitude, le mec a mordu à l'hameçon et fond complètement pour elle à cet instant précis. Le hic, c'est qu'en levant les yeux pour chercher son regard, elle tombe nez à nez avec une mine sinistre, à milieu des réactions adulatrices dont elle a l'habitude. Alors que la fille reste complètement désorientée, Léo débarque en hurlant le prénom de Sheng, lui expliquant qu'il retournait tout le campus pour le retrouver. Le cerveau de Sushia disjoncte complètement en entendant ce nom si familier. Ni une ni deux,
Le beau gosse contre lequel elle était appuyée s'efface d'un coup sec et se fait la malle, la laissant perdre l'équilibre et s'étaler magistralement par terre. Bouche bée devant ce spectacle, ses copines ne ratent pas l'occasion et dégainent leur téléphone pour immortaliser le marasme historique de la star de la fac. L'humiliation de Sushia prend une tournure encore plus cuisante lorsqu'elle tente de rattraper Sheng en plein désespoir, sans qu'il ne lui accorde la moindre importance. Il lui balance froidement qu'elle va encore devenir la risée d'Internet et une star des réseaux sociaux grâce à son propre cinéma, lui ordonnant d'arrêter ses enfantillages et de cesser de faire la comédie au milieu de l'allée parce qu'elle bloque le passage. Ce coup de grâce manque de la faire exploser de rage. De leur côté, ses copines lui grillent la politesse et courent comme des dératés vers le gamin, bavant devant sa métamorphose. Laissé pour compte, Sushia foudroie ses hypocrites du regard, les traitant de vipères dans sa barbe. Pendant ce temps, un attroupement massif se forme autour de Sheng, tout le monde restant stupéfait devant un changement aussi brutal. Et Léo, en vrai bro, s'improvise ouvreur de voix et fend la foule pour leur frayer un passage. Alors que le binôme s'éloigne, le public commence à scruter Sushia étalée par terre, elle qui était censée maintenir sa réputation et son statut de reine du campus. La foule part dans un fou rire étouffé, essayant tant bien que mal de masquer ses moqueries face à la fille, qui n'avait jamais encaissé un tel camouflet de sa vie. Plus tard, nos deux compères s'attablent pour déjeuner au Resto U, et Léo lui demande, pas peu fier, si Sheng a kiffé son coup de main de tout à l'heure. Sauf que Sheng est bien incapable de décrocher un mot, totalement absorbé par l'idée de nettoyer son assiette et d'engloutir sa bouffe. Lorsqu'il pose enfin ses couverts, des larmes lui montent aux yeux une fraction de seconde alors qu'il se livre et le remercie du fond du cœur, avouant qu'il a failli perdre son sang-froid quand la briseuse de cœur est venue s'encastrer sur sa poitrine après sa fausse chute. Changeant de sujet pour revenir sur le drame des frais de scolarité, Léo se propose spontanément de gratter un peu de rab auprès de ses darons si jamais il doit dépanner son pote. Sheng lui répond qu'il n'y a pas de quoi paniquer parce qu'il a déjà préparé son coup d'avance. Devant la mine déconfite de Léo, il décide de jouer carte sur table et lui braque son écran de téléphone sous le nez. C'était l'annonce d'un tournoi de streaming ciblé à 100% sur l'engagement du public à travers un marathon de mukbang. Léo n'en croit pas ses yeux, mais notre gouffre sur pattes est d'un sérieux absolu en jurant qu'il n'existe pas une seule âme sur terre capable de rivaliser avec lui dans cette catégorie. Le système, de son côté, ne déborde pas d'enthousiasme pour l'encourager. Au lieu de ça, il se contente de lancer le compte à rebours avec les quelques heures qui lui restent avant que sa réserve d'énergie ne tombe définitivement à plat. Sheng débarque sur le lieu de l'événement, mais pète un câble en tombant sur une file d'attente kilométrique de candidats à perte de vue. Il murmure dans sa barbe que les autres feraient mieux de savourer leur dernier moment, persuadé qu'aucun d'entre eux ne lui arrive à la cheville. Après tout, dès qu'il s'agit de faire sauter un plat, il est hors catégorie. Après avoir moisi 4 heures debout dans la queue, on appelle enfin son numéro. Il s'avance plein d'assurance pour faire face au jury, enclenchant déjà les moteurs de ses compétences pour rouler sur le tournoi sans forcer. Le spectacle débute et l'animateur lance les hostilités, souhaitant la bienvenue à tout le monde pour l'épreuve ultime du diamant de la bouffe. Le vainqueur sera désigné à la fois par les votes en ligne du live et par le vote en présentiel du public muni d'un petit boîtier distribué sur place. En se connectant à l'application de la plateforme, les gens peuvent également suivre la prestation de chaque participant durant le temps imparti de 30 minutes pour cette première phase. Si le stream chute sous la barre des 5000 spectateurs durant la première moitié, c'est l'élimination directe et sans appel. En revanche, si le cap est franchi, la diffusion se poursuit jusqu'au coup de sifflet final. À la fin, les statistiques sont compilées et les 10 premiers décrochent le contrat de leur rêve pour devenir streamers officiels de la plateforme. Après avoir invité chacun à jeter un œil au classement au bas de l'écran, l'animateur lance le compte à rebours et donne le coup d'envoi. Dès que le chrono se met à tourner, Sheng dégringole direct à la 700 place. Son corps et son esprit se figent sur le coup, visiblement paralysé par la honte devant les caméras. Son visage se glace et son sourire, qui devait respirer la confiance, ressemble plutôt à une grimace figée au botox. Malgré tout, comme il avait poncé des tonnes de live de bouffe dans sa vie, il devait forcément avoir un joker dans sa manche pour remonter la pente. Il débloque un blender, claquant le socle sur la table de façon théâtrale, dans l'intention de mixer des ingrédients absurdes pour en faire un jus. Pour harponner le public, ce n'était pas une si mauvaise idée, vu que faire le fou et sortir des sentiers battus attire toujours l'attention. Sauf que quelqu'un a eu exactement la même idée avant lui, Gal, qui est déjà en train de balancer une montagne de trucs dans son propre récipient. Le concurrent à la 17 place jette une dose monumentale de wasabi, du poisson fermenté en boîte et balance même une grenouille vivante à l'intérieur. Non content du carnage, il ajoute quelques morceaux de tofu puant dans la préparation et presse finalement le bouton pour tout mixer. Après une seconde de suspense, un breuvage vers macabre surgit du milieu de la mousse, rappelant effroyablement un bubble tea. Gal contemple la véritable couleur de l'amertume en fixant cette immonde mixture. Le mec se fait massacrer dans le chat, les spectateurs lui ordonnant d'arrêter ses manières et d'engloutir le tout d'un coup, pendant qu'il se compresse la cuisse de terreur. Dans un élan de pure bravoure, le streamer siffle la gorge entière d'un seul trait. De l'autre côté,
Sheng ne peut que contempler la scène en serrant ses légumes pathétiques, n'arrivant pas à croire que ce fou ait réellement ingurgité un frais à l'odeur inoubliable et tenace, en plus de brandir d'énormes scorpions géants africains en brochette, comme s'il s'agissait d'un simple encas. Le fada balance le scorpion entier dans sa bouche et garde l'intestin farci dans le viseur. Alors que Sheng contemple aux premières loges cette scène grotesque et effroyable, le système en rajoute une couche. Il lui demande d'un ton narquois s'il compte toujours s'enfiler ses pauvres vers à soie flétrie. Sans repère, il se creuse les méninges pour dégoter une autre porte de sortie et décide de tout miser sur son charme, un domaine où il se considère comme le patron incontesté. Après tout, au vu de son historique récent, le gamin est un véritable aimant à cougar et femme mûre. Sauf que le cours des événements pivote en un claquement de doigts lorsque l'animateur surgit avec une exaltation débordante pour lancer l'annonce. La première mi-temps de l'épreuve touche à sa fin. Une streamer a explosé les compteurs en tête avec le score extravagant de 190 000 spectateurs sur son live, soit plus que l'audience de tous les autres candidats réunis. La caméra braque son objectif sur la beauté en vedette, dévoilant le flux d'une déesse qui n'a même pas besoin de se livrer à des excentricités à table. Elle hypnotise et déplace des foules uniquement par son physique, à un niveau d'attraction tel qu'il en fait vaciller Sheng lui-même. En gratifiant son public d'un doux sourire, la fille encaisse un jackpot sous une pluie de dons et de stickers qui tapissent le chat, jetant encore de l'huile sur le feu pour inciter les gens à allonger la thune. C'est ainsi que notre gourmand, débarqué la bouche enfarinée, perd totalement contenance et sombre dans le désespoir. Il commence à s'autoflageller, trouvant ridicule d'avoir cru un seul instant qu'il avait sa carte à jouer sur cette scène. Les véritables monstrueux de la soirée jouent dans une toute autre catégorie. Il y a le détraqué doté d'un mental d'acier, un phénomène de l'absurde, et de l'autre côté une séductrice née. Pour parachever le tout, le système met son grain de sel et le traite de loser pour avoir osé entretenir le moindre espoir, lui intimant d'abandonner une bonne fois pour toutes. Foutu pour foutu, Sheng décide au moins de se caler le bide avant le coup de sifflet final, profitant du fait que le banquet est entièrement gratuit. Avec un chrono affichant à peine 3 petites minutes restantes, il se met à mâcher de délicieux sandwichs en mode automatique, faisant simplement ce qu'il maîtrise mieux que personne. Absorbé par sa fringale et distrait, le gars mord dans sa nourriture en embarquant la fourchette en métal et avale le couvert entier d'un seul coup. Il écarquille des yeux sans piger ce qui lui arrive, n'ayant pas eu la moindre intention de bouffer du métal, et cède à une panique monumentale en réalisant l'anomalie qu'il vient de commettre en direct devant la caméra. Mais à ce précis instant de pure folie, une fusée, le don le plus massif de la plateforme, explose sur son écran. Alors qu'il tente de digérer ce choc, une pluie torrentielle de cadeaux et de stickers se met à recouvrir son flux, faisant décoller l'audience de son live à un pic totalement surréaliste. Une pluie de nouveaux abonnés envahit sa chaîne et la popularité du gars explose une bonne fois pour toutes. La nouvelle qu'un fada a englouti un couvert en direct se propageant comme une traînée de poudre. À cet instant précis, le déclic se produit dans la tête de Sheng. Il capte qu'il est toujours en vie dans la compétition. Fixant la caméra droit dans les yeux, il adresse des remerciements sincères pour le soutien du public, rendant les spectateurs totalement accros à son flux. De l'autre côté, la belle gosse continue d'envoyer des bisous et des petits cœurs au chat pour masquer sa condescendance, persuadée que ses rivaux ne sont qu'une bande d'amateurs et qu'elle est née pour régner sur le streaming. Pour elle, le titre de championne est déjà dans la poche, ricanant intérieurement de ses pauvres airs qui se tuent à la tâche pour des miettes. Sauf que son château de cartes s'effondre lorsque son audience commence à désinventer son live en masse pour migrer vers une autre diffusion. La fille pète un câble et sombre dans la panique en voyant la marée de commentaires annonçant leur départ pour la chaîne du streamer 213, observant ses chiffres dégringoler de plusieurs milliers de spectateurs en un clin d'œil. Rongée par la rage, elle cherche désespérément à savoir quel est le foireux en train de lui ruiner son spectacle. Pendant ce temps, Sheng interpelle le public pour attirer l'attention sur un steak parfaitement saisi, brandissant la pièce au bout de sa fourchette et la trempant dans le piment alors que les compteurs de son live grimpent en flèche comme une fusée. Sa rivale contemple la scène en écumant de jalousie, incapable de piger comment un simple morceau de viande parvient à brasser autant de monde. En mâchant sa protéine, Sheng prévient que ce n'est que l'entrée et invite la foule à passer au plat principal. Le chat explose d'impatience lorsqu'il tire le plat de service vers lui. Sauf qu'au lieu de se focaliser uniquement sur la viande, le gamin plante ses crocs directement dans la porcelaine de l'assiette, croquant la céramique comme s'il s'agissait d'un dessert. Le public entre en transe, n'en croyant pas ses yeux devant une telle absurdité. Il continue de broyer la vaisselle dure avec une mine de satisfaction délirante, vantant même la texture croustillante du truc. Pour mettre définitivement le feu au live, il lance un débat dans le chat, demandant aux spectateurs s'ils pensent que l'assiette est vraie ou s'il s'agit d'un accessoire en sucre. Dans les coulisses, la concurrence commence à râler et le traite d'escroc, persuadé qu'il est impossible pour un être humain de mâcher de la vraie porcelaine. Sauf que quelques vieux briscards du métier analysent la séquence étrange. Le gamin est bel et bien en train d'enfiler de la vraie vaisselle. Gal lui-même
complètement détruit après avoir sifflé son mélange immonde au blender, reconnaît que la folie de Sheng évolue à un niveau bien supérieur et avoue sa défaite avec respect, ordonnant à sa propre communauté d'aller jeter un œil à la chaîne du gosse. Le système fait éruption pour lui dresser un concert de louanges suite à cette stratégie de génie consistant à exploiter le buzz et la polémique pour captiver les foules. Il faut dire que sur ce terrain-là, Sheng en a vu d'autres, ayant déjà subi de plein fouet le poids d'être transformé en mème et de se faire démolir sur Internet par le passé. Cela dit, en repensant à l'action de sa salive ultra-acide, il sait pertinemment qu'il ne pourra pas abattre cette carte éternellement. Le coup de dévorer les assiettes et les couverts provoque un vacarme monumental, mais le jour où tout le monde découvrira que son corps est fait de chair et d'os comme n'importe qui, son cirque s'écroulera instantanément. C'est pour cette raison qu'il décide de lever le pied jusqu'au coup de sifflet final de la manche et de jeter un coup d'œil aux commentaires pendant les ultimes minutes du live. Sauf qu'à ce moment précis, une déferlante de messages de spam envahit le chat, tentant de démonter le soi-disant mythe selon lequel il aurait englouti de la vraie vaisselle. Les haters enchaînent les accusations, affirmant détenir des preuves irréfutables que le gars a triché sur sa compétence. Sheng préfère ignorer les attaques, laissant monter la vague de haine pour voir jusqu'où cela va le mener. C'est ainsi que la pause intervient, lui assurant la 7e place du classement. De son côté, le compte se devient lui aussi un véritable panier de crabes, submergé de commentaires incendiaires traitant son live d'ennuyeux à mourir, tandis que ses fans fidèles tentent de monter au créneau pour la défendre. Les hostilités s'enveniment dans le chat et le ton monte d'un cran. En lisant ce massacre, la fille prend un air larmoyant et supplie sa communauté de se calmer, leur servant son discours habituel selon lequel manger représente le moment le plus heureux de sa journée et que personne ne devrait se prendre la tête pour des bêtises. Toujours en train de pleurnicher, elle ajoute qu'elle trouve très bien que le public aille découvrir le travail d'autres streamers, leur donnant le feu vert pour aller et venir comme bon leur semble. En voyant leur déesse en larmes, les chevaliers du chat reprennent du service et inondent la diffusion de messages de soutien, redorant son blason dans la minute. Sauf que sous ses airs d'ange, la fille est une vraie vipère qui exècre le streamer venu lui siphonner son audience. Dans les coulisses, la tension grimpe d'un cran. Le sponsor principal du live, le directeur Urini, assiste au carnage et frappe du poing sur la table, vert de rage. Il réclame immédiatement des comptes à sa secrétaire pour comprendre ce qui se passe, mais même son assistant n'a pas la moindre idée de la manière dont Sheng parvient à faire exploser l'engagement à ce point. Si la compétition tourne au fiasco, l'addition financière retombera directement sur leurs épaules. La première étape s'achevant, tous ceux qui stagnent en dessous de la 30 places sont balayés de la carte, laissant place à une pause avant le round suivant. Le système s'étonne et demande à Sheng pourquoi diable il s'obstine à aller aux toilettes, alors que sa compétence annule la moindre nécessité physiologique. Il lui rétorque que les WC restent son sanctuaire pour souffler et garder la tête froide. Tout à coup, un bruit de vomissement assourdissant le fait sursauter. Intrigué, il s'avance vers la provenance du son et reste aux aguets près de la porte. La situation devient suspecte, mais constatant que le cœur au bord des lèvres ne s'arrête pas, il commence à s'inquiéter pour de bon, persuadé que la personne est en train de faire un malaise carabiné. À cet instant précis, la porte de la cabine s'ouvre. C'est. La fille tombe nez à nez avec le gamin planté devant elle et l'interpelle directement, lui demandant ce qu'il vient fouiner ici, même si, intérieurement, elle a parfaitement identifié son rival de la compétition. Sheng joue carte sur table, lui expliquant qu'il a entendu ses hauts le cœur ininterrompus et qu'il est venu voir s'il pouvait lui prêter main forte, mais elle s'imagine qu'il fait l'innocent pour essayer de lui mettre la pression. Désireuse de reprendre le dessus, la fille fait un pas en avant et lui confirme de but en blanc qu'elle fait partie des candidates du tournoi. Puisqu'il a tout entendu de toute façon, elle décide de jeter le masque et commence à se livrer sur ses vomissements provoqués, une pratique qui démolit la santé de n'importe qui. Elle connaît parfaitement les risques et les ravages sur son organisme, mais la carrière qu'elle a choisie ne lui laisse aucune marge de manœuvre. Si cette bombe venait à exploser dans la presse, ses fans mettraient les voiles sans hésiter une seule seconde, le pire cauchemar de sa vie. D'une voix douce et tremblante, la fille joue la carte de la victime et se dépeint comme une jeune femme égoïste piégée dans son propre engrenage. Sheng tente de la rassurer, lui garantissant qu'il n'en est rien et lui tressant des louanges en affirmant qu'il la voit comme une femme vraiment forte. Lui agrippant la main avec les larmes aux yeux, elle le supplie de garder ce secret sous clé, car si l'on apprenait qu'elle recrache toute sa nourriture aux toilettes, sa carrière partirait instantanément à la poubelle. Émue et voulant dorloter son rival, la fille entend Sheng lui jurer sur ce qu'il a de plus cher que son secret bien gardé. Une pointe de méfiance flotte dans l'air, mais elle se contente d'essuyer ses larmes avec un doux sourire, lui sortant son plus grand baratin. Elle savait déjà à quel point elle était quelqu'un de bien au tout premier coup d'œil. Après cette comédie, chacun reprend sa route en se faisant de grands adieux et en se souhaitant bonne chance pour la suite de la compétition, alors qu'elle lui fait un signe de la main au loin. Le système qualifie alors le gamin d'insondable
et Sheng ne peut qu'approuver l'étiquette, bien que ce soit pour des raisons complètement différentes. Une fois seul dans un coin isolé, se dégaine son téléphone et appelle un dans la minute, exigeant l'identité complète de son rival et fixant un rendez-vous immédiat dans la salle de contrôle. Dans la régie de production, Zin pousse un cri de stupeur lorsqu'on le presse de modifier les règles du tournoi en plein milieu de l'épreuve. C'est se déplacer en personne pour réclamer ce changement, mais sa requête est balayée d'un revers de main, trafiquer le règlement en plein live étant une manœuvre bien trop périlleuse. Les deux se foudroient du regard, aucun n'étant prêt à céder d'un pouce. Conscient que sa demande dépasse les bornes, la fille garde le silence une seconde. C'est le moment que choisit le directeur pour péter un câble. Ils font en larmes, passent une avoinée monumentale à toute l'équipe et ordonnent de changer les règles du jeu sur le champ. Exécutant les ordres venus d'en haut, la plateforme DMC annonce le coup d'envoi de la seconde période avec un virage à 180 degrés dans le règlement. Désormais, le critère pour grimper dans le classement ne repose plus sur l'accumulation de diverses métriques, mais dépend exclusivement des points de Starlight, forçant le public à cracher au bassin pour propulser ses streamers préférés vers le sommet. L'animateur enchaîne et donne le départ de la compétition. Avec ce coup bas, l'avance monumentale que Sheng s'était bâtie s'évapore en un claquement de doigts. C'est une injustice flagrante qui favorise outrageusement ceux qui disposent déjà d'une communauté de fans colossale, mais le gamin essaie de garder espoir, convaincu que sa nouvelle audience va assurer ses arrières à coups de dons. Sauf que son optimisme est de courte durée. En l'espace de quelques secondes, il voit son nom dégringoler comme une pierre au classement. En choc total, le gamin reste pétrifié un instant avant de pousser un hurlement de pur désespoir, n'arrivant pas à croire qu'il vient de toucher le fond après avoir trôné tout en haut du tableau de popularité. Il se retrouve catapulté au fond du trou à cause de cette règle ridicule, ce qui met carrément ses revenus et ses études en péril. Pour ne rien arranger, avec une telle foule braquée sur son live, il refuse catégoriquement de continuer à mâcher des assiettes en céramique, de peur que l'histoire ne prenne une ampleur incontrôlable et ne bousille sa vie privée. Le système le rappelle à l'ordre et lui balance en face que l'hésitation est la voie royale vers la défaite. Mais Sheng reste ferme sur ses positions, jurant de dégoter une autre issue sans céder à la panique. La seconde moitié du tournoi vient tout juste de démarrer et tout ce dont il a besoin, c'est d'un peu de temps pour ficeler sa prochaine stratégie. De l'autre côté du plateau, c'est recommence à rayonner comme au premier jour. Grâce au virage à 180 degrés du règlement, la montagne de points Starlight qui s'abat sur son live la propulse en flèche tout en haut du classement. Le petit coup de pouce exigé dans l'ombre fonctionne à merveille. Agissant en véritable souveraine du tournoi, elle se sent intouchable et s'autorise à regarder l'ensemble de ses rivaux de haut. Pour enfoncer le clou et enterrer définitivement son adversaire, elle envoie un message cash à Zin, exigeant qu'il lâche une armée de bots sur la chaîne de Sheng pour lui faire payer d'avoir osé se traverser en travers de sa route. En l'espace de quelques secondes, son salon de diffusion se fait submerger par une déferlante de faux comptes. Des milliers et des milliers de vues grimpent subitement au compteur, mais sans la moindre donation ni le moindre cadeau pour alimenter la cagnotte. Le coup monté fait mouche et le public se met à accuser Sheng d'avoir acheté des bots pour gonfler ses chiffres, lui balançant même des menaces salées alors que le gamin ne pige absolument rien de cette invasion soudaine. Son chat se transforme en un enfer de haine, saturé de messages lui ordonnant d'arrêter ses conneries et de quitter la compétition sur le champ. Sheng tente désespérément de clamer son innocence et supplie la foule de garder son calme, mais il se fait piétiner et balayer par la masse. Sans issue et traîné dans la boue, il réalise qu'il va devoir se raccrocher à ses propres compétences pour tenter de renverser cette situation impossible. En régie, Zin pilote les opérations et ordonne à ses équipes d'injecter encore plus de bots sur le canal du gosse. Assurer la première place à reste l'unique priorité, et démolir la réputation d'un streamer de passage n'est qu'un détail insignifiant. Sauf qu'au beau milieu de ce chaos, un bad doré clignote sur le live de Sheng, signalant l'arrivée d'un membre VIP et plongeant les vieux briscards qui ont orchestré le piège dans un état de choc absolu. À la vue du pseudo affiché, le visiteur de marque pose ses conditions en affirmant qu'il est venu protéger le meilleur streamer de la plateforme. En remarquant la présence de ce VIP poids lourd, le vrai public s'enflamme et supplie le Richard de prendre les commandes pour sauver la chaîne. Pendant ce temps, dans une demeure luxueuse loin de là, un jeune maître se fait notifier qu'un virement de 800 000 vient d'atterrir sur son compte. À partir de cette seconde précise, une pluie ininterrompue de fusées d'élite se met à déferler sur le live de Sheng, faisant s'envoler ses points Starlight à une vitesse vertigineuse dans les ultimes instants de la compétition. Tout le monde dans l'arène et sur le chat bascule dans un désarroi et un choc absolu. La série de dons colossaux ne faiblit pas d'un pouce et le nouveau parrain de Sheng prouve qu'il dispose d'un portefeuille sans aucune limite. Pendant ce temps, le streamer est au bord de la crise de nerfs face à cette déferlante surréaliste de donations qui lui tombe dessus sans crier gare, parvenant à peine à masquer sa honte au moment de remercier.
Porté par ce soutien colossal, il est catapulté manu militari en tête du classement. Sauf que la pluie de fusées ne faiblit pas une seconde, occultant intégralement l'écran sous une montagne de récompenses, comme si le donateur avait décidé de vider son compte bancaire. Le compte à rebours du tournoi finit par afficher 0 et l'épreuve touche à sa fin. Le gamin reste sans voix et trouve à peine la force de couper son flux, se contentant d'annoncer que les résultats officiels tomberont en ligne plus tard dans la soirée. C'est ainsi que s'achève une journée d'une tension extrême. Sheng prend le chemin du retour complètement déboussolé. Même s'il a du mal à mesurer ce qui vient de se passer, il esquisse un geste de victoire, conscient d'avoir écrasé la concurrence et d'avoir plié le tournoi, projetant déjà de fêter ça avec Léo. Tout à coup, son regard accroche une voiture garée sur le bas-côté et il reconnaît une tête familière. C'est. La fille lui fait de grands signes pleins d'enthousiasme et l'invite à monter pour faire un tour. Il décline gentiment la proposition, lui expliquant qu'il a déjà prévu de retrouver des potes, ce qu'elle accepte sans broncher ni faire de manière. Les deux se séparent en bons termes. Sheng éprouve même une certaine reconnaissance d'être tombé sur une fille aussi sympathique, sans se douter une seule seconde des coups bas et des manœuvres sordides qu'elle a orchestrées dans l'ombre pour bousiller son live. À peine le gosse a-t-il tourné le dos que le masque de la fille idéale vole en éclats. Seule dans son habitacle, elle grince des dents dans une rage folle, jurant sur sa vie qu'elle se paiera le gamin d'une manière ou d'une autre. Une fois sur le campus de la fac, Sheng passe un coup de fil à Léo et lui ordonne de pointer son nez à la grille d'entrée sur le champ. C'est alors qu'une ombre surgit dans son dos, lui balançant qu'il a mis le temps pour se montrer. Interloqué, il se retourne et tombe nez à nez avec Xuxia, arborant son éternel sourire cynique. Parfaitement au fait de la galère financière du jeune homme, elle s'avance d'un air provocateur, lui rappelant cruellement que le délai pour régler la scolarité expire dès le lendemain. Les insultes gratuites commencent à chauffer les oreilles du gamin, mais elle n'en reste pas là, lui assénant qu'il ne sortira pas de sa misère aussi facilement qu'il s'est débarrassé de son gras, le traitant de pauvre crapaud pour le restant de ses jours. Sauf que, sans préavis, une main lourde repousse la fille sans ménagement, faisant pousser un cri à la bourgeoise qui manque de s'étaler de tout son long. Furieuse, elle se retourne le venin aux lèvres pour voir qui a eu le culot de la bousculer. Mais sa mine des confitures vire au rose bonbon en découvrant un mec ténébreux, sapé comme un prince et doté d'une prestance folle prénommé Hugo, un petit sourire au coin des lèvres. Elle masse sa colère et sort le grand jeu, lui demandant d'un ton taquin pourquoi il se montre toujours aussi brutal avec elle. La fille s'accroche déjà à son bras, cherchant à savoir s'il est venu pour un rencard ou s'il lui a rapporté le sac de luxe qu'il lui avait promis. Fusillant la fille du regard, le nommé Hugo ne tourne pas autour du pot. Il lui ordonne de retirer ses mains sales de sur lui immédiatement. Le ton glacial et la virulence de ses mots laissent Xuxia sous le choc, totalement décontenancé d'être traité comme une propreté. Pour couronner son humiliation, le gars perd complètement patience et lui passe un avoiné, lui sommant de fermer sa bouche vu que personne ne lui a demandé son avis. Dans la foulée, il lui passe devant sans un regard et s'avance d'un pas ferme vers Sheng. Mais en l'espace d'une seconde, l'attitude de dur à cuire du type s'effondre totalement et il lui lâche, d'une voix presque déçue, lui demandant pourquoi Sheng ne lui a absolument rien dit. Ne captant strictement rien à la scène, le gamin lui demande de s'expliquer clairement et de lui traduire son charabia. Hugo joue quart sur table et lui lance que, si Sheng était dans la galèche financière, il aurait dû venir lui en toucher 2 mots. Mais ce qui le fout hors de lui, c'est de voir le gamin faire comme si de rien n'était. Il crache le morceau et révèle qu'il est au courant de tout concernant le tournoi de Mukbang. Sidéré de voir que l'histoire s'est déjà répandue, Sheng se rappelle que les résultats officiels devaient tomber d'une minute à l'autre. En dégainant son téléphone pour checker les actus, c'est la douche froide avec l'annonce du vainqueur. C'est ce qui décroche la première place. Alors que la majorité inonde la fille de félicitations, un commentaire isolé sur le forum souligne pourtant qu'un autre streamer a littéralement roulé sur la compétition ce jour-là. Hugo tente de remonter le moral du gamin, lui promettant qu'à ses yeux, Sheng restera toujours le numéro 1. Il insiste sur le fait que son pote peut compter sur lui contre vent et marée, lui balançant qu'il n'a pas besoin de jouer les durs. Sheng botte en touche et réplique que le trophée importe peu, tant que le cash du prix permet de régler la scolarité de la fac, déclinant le sauvetage financier d'Hugo pour le moment. Il lui adresse un sourire sincère, le remerciant pour le coup de main. Lassé de se faire ignorer, Xuxia s'incruste en réclamant de l'attention et demande à Hugo pourquoi il ne vole pas plutôt à son secours, se plaignant que le gars a totalement changé. Le tel a l'habitude de côtoyer. Dans la foulée, Sheng règle enfin ses frais de scolarité grâce au virement de sa récompense et appelle Léo pour aller se caler le bide. C'est à ce précis moment que le système émet un signal, l'informant qu'il a accumulé une montagne de points et lui suggérant d'envoyer un upgrade massif. Des écrans virtuels se déploient dans les airs, révélant que l'arbre d'évolution a débloqué une toute nouvelle icône. Il est incité à implanter un Nimer en son centre, une force brute conférant des pouvoirs mystérieux à son hôte, baptisée énergie éthérée, capable d'octroyer des capacités dévastatrices et d'ouvrir la voie aux voyages spatiaux. Le système pète un câble et lui demande pourquoi diable il refuse d'enclencher cet upgrade pour devenir un dieu vivant avec une telle opportunité entre les mains. Sheng joue carte sur table. Grâce au système, il a déjà fondu sa graisse et réglé son problème de découvert. Désormais,
Le plan est de gagner sa vie honnêtement, pleinement satisfait de garder une routine bien huilée. Le système lui demande s'il est sérieux et le traite de plan-plan lorsqu'il confirme qu'il aspire simplement à une vie paisible, bien loin de cette course effrénée au pouvoir. Apercevant Lianjal qui marche non loin de là, il coupe court au dialogue avec les depuis des lustres. En entendant son nom, la fille se retourne tout sourire en le reconnaissant. Sauf qu'une vanne noire se rabat brutalement derrière elle. Un molosse jaillit du véhicule et l'endort net avec un chiffon imbibé de chloroforme. Elle est jetée à l'arrière du fourgon, qui démarre en trombe et s'arrache avant même que Sheng ne puisse piquer un sprint pour empêcher le kidnapping. Les jambes en compote et les poumons en feu, Sheng descend de son vélo complètement à la ramasse. Après avoir pédalé comme un sourd à la poursuite de la vanne qui a embarqué Lianjal, il parvient à tracer la localisation exacte du lieu de détention et avance d'un pas ferme en direction de l'entrepôt désaffecté, prêt à secourir son ami coûte que coûte. Il se faufile avec une précaution infinie autour du périmètre, se bouffant les ongles pour savoir ce qui se trame là-dedans, tout en rasant les murs pour ne pas se faire griller. À l'entrée du site, quelques hommes de main font une garde ostensible, tous armés jusqu'aux dents avec des flingues et des fusils d'assaut menaçants. La scène donne un froid dans le dos au gamin, qui se planque à la hâte derrière le fourgon, se demandant s'il n'a pas commis une sacrée connerie en débarquant ici sans l'ombre d'un plan. Aux abois, il sollicite le système et demande s'il existe une compétence sous le coude pour sauver la mise immédiatement. La seule option débloquée dans le menu permet d'invoquer un assistant contre une poignée de points d'énergie. Sans réfléchir à deux fois, il valide l'invocation, bien que la seule créature compatible avec son niveau actuel soit uniquement taillée pour l'espionnage. À peine a-t-il confirmé l'ordre que le système accomplit le rituel. Un insecte éclaireur ultramobile surgit de nulle part et vient se poser sur son doigt, capable de retransmettre tout son champ de vision en temps réel directement dans la tête de son hôte. Sheng ordonne à l'éclaireur de pister et d'extraire les phéromones de Lianjal. En quelques secondes, l'analyse chimique est bouclée et téléchargée dans le cerveau de la bestiole. Sur l'ordre de départ, le scarabée s'envole et s'infiltre furtivement dans le repère des voyous. À l'intérieur de l'entrepôt, Lianjal se réveille en sursaut en se prenant un seau d'eau glacée en pleine poire. En réalisant le pétrin dans lequel elle s'est fourrée, elle constate qu'elle est solidement ficelée à une chaise et encerclée par une bande de molosses intimidants. Des types à la tranche peu engageante s'approchent d'elle avec des rires narquois, envahissant son espace vital. La fille tente de pousser le hurlement de sa vie, mais ne parvient qu'à sortir des gémissements étouffés par le morceau de ruban adhésif collé sur sa bouche. Le chauve du groupe, qui semble être le caïd de la bande, ordonne à son sbire de faire taire ce vacarme. Dans la seconde, un des hommes de main surgit derrière son dos et lui colle une lame effilée sur la gorge, promettant de la saigner à blanc si elle pousse le moindre petit couinement. La fille sous contrôle, le chef passe aux choses sérieuses. Il lui révèle que Sheng a causé des pertes colossales à leur trafic et que tout ce qui s'apprête à lui arriver est de la responsabilité exclusive du gamin, vu qu'elle passe pour sa petite copine. Alors que la tension est à son comble, le scarabée éclaireur assiste à la scène planquée au plafond et renvoie le signal en direct à Sheng. Sauf que, sans crier gare, l'un des bandits colle une claque monumentale à l'insecte et l'écrase contre le mur, persuadé qu'il s'agissait d'une simple vermine. À l'extérieur, Sheng subit de plein fouet la déconnexion brutale et subit la douleur de la perte de son assistant. En contrepartie, les pièces du puzzle finissent par s'assembler et il identifie enfin quel réseau mafieux se cache derrière ce kidnapping. Il se bouffe les sangs d'avoir été aussi naïf en baissant sa garde, mais c'est pertinemment qu'il est inutile de pleurer sur le lait renversé. En analysant le flux mémoire transmis par l'éclaireur, il calcule que Lianjal est retenu au 3e étage et que de nombreux hommes verrouillent les niveaux inférieurs. Tenter un coup de force par la porte principale relève du suicide pur et simple, tous les accès étant verrouillés par des types armés jusqu'aux yeux. Au désespoir, Sheng s'arrache les cheveux pour trouver une brèche sans se faire transformer en passoire. C'est alors qu'il tapote une carte familière au fond de sa poche et décide de faire appel à une relation de poids. Dans un bureau luxueux, le téléphone d'une secrétaire retentit. En décrochant, elle lui demande poliment en quoi elle peut lui être utile. À la grande surprise de son interlocutrice, le gamin va droit au but et lui formule une demande inédite. Il exige les plans d'architecture complets de l'immeuble servant de Cativero. Sheng enfile l'orifice des canalisations et s'enfonce dans les réseaux d'égouts, éclairant les parois poisseuses à la lumière de son téléphone tout en échangeant des pics avec le système. Il presse le pas, conscient que le moindre retard peut coûter la vie à Lianjal. En consultant le plan numérique sur son écran, il calcule la distance exacte jusqu'au point de détention et progresse vers le conduit menant directement au sous-sol de l'entrepôt. L'endroit suinte, la moisissure et l'eau croupie goutte le long des murs. La panique le gagne lorsqu'il se heurte à une impasse. La sortie est totalement obstruée par un éboulement de béton et de gravats alors qu'il touchait presque au but. Pendant qu'il cherche frénétiquement un plan B, son téléphone vibre. C'est un appel vidéo provenant du numéro de Lianjal. En décrochant, l'écran affiche la tronche du chef de bande, affublé d'un bas collant ridicule sur le visage. Après une seconde de blanc et un effarement mutuel, le type entre dans le vif du sujet. Il annonce détenir la petite amie du gamin, mais Sheng omet les manières et le coupe net en lui balançant qu'ils sont simplement amis.
Le bandit lui ordonne de fermer sa gueule et lui crache l'adresse de l'entrepôt, sans se douter une seule seconde que le gosse se trouve déjà sous ses pieds. La menace tombe, tranchante. Au moindre appel aux flics, la fille passe à la casserole. Comprenant qu'il va devoir aller au charbon pour sortir son ami de là, Sheng décoche un coup de poing rageur dans le mur de décombres. L'impact fissure le béton fragilisé et la structure s'effondre d'un coup sec, entraînant Sheng dans un vol plané au fond du trou. La chute est rude. En se redressant au milieu du chaos, il lève les yeux vers l'enchevêtrement de poutres métalliques et recoupe les données du plan. Il a atterri en plein dans les fondations du sous-sol. Un déclic se produit. Il secoue la poussière de ses fringues et sollicite le système, annonçant son intention d'implanter une ruche sur le champ. À cet instant précis, une onde d'énergie bleuâtre jaillit de son corps, tapissant le plafond, le sol et les piliers de circuits et de bandes virtuelles. Le système prend le relais et l'informe que l'érection du nid exige 3 structures fondamentales. La chambre principale, le couloir de larves, la réserve de nourriture. Le système le met en garde. L'architecture de la colonie doit s'adapter au millimètre près à la géographie et au climat de la planète. Pour lancer le chantier, un balayage intégral du terrain s'enclenche afin de cartographier la zone. La structure globale de la ruche se révèle bien plus complexe que prévu, et pour parvenir à ancrer cette base dans le sous-sol, un nouveau facteur crucial entre en jeu. S'avançant dans les entrailles du sous-sol, il effectue des relevés méticuleux sur les murs et la capacité de charge des lieux. En injectant l'ensemble des données dans le système pour lancer les calculs, l'interface identifie un point de dureté exceptionnel, dissimulant une structure en forme de labyrinthe. Pour être tout à fait honnête, implanter la colonie à cet endroit précis est à 1000 lieues d'être une idée lumineuse. S'il s'obstine, l'édifice tout entier va inévitablement s'effondrer. Sauf que, sous ses airs de manœuvre suicidaire, c'est exactement l'arme qu'il compte retourner contre les ravisseurs. Le système tente de le faire virer de bord, lui rappelant que son taux de masse grasse est dangereusement bas. En jetant un œil à ses statistiques virtuelles et en demandant quelles seraient les conséquences d'un échec, il se mange la pire réponse imaginable. Une défaillance entraînera sa mort immédiate. En dépit de ce risque mortel, il a déjà goupillé une parade pour verrouiller le succès de l'opération. Il calcule que le point d'ancrage sélectionné se situe à exactement 17 mètres au-dessus de l'endroit où Lianjal est retenu en otage, ce qui lui permet de recalculer la répartition de la charge localisée afin de sanctuariser la zone où se trouve son ami. Après avoir peaufiné les derniers réglages, il valide l'emplacement et donne le top départ définitif pour l'érection de la ruche. Sans la moindre hésitation, le système s'enclenche et finalise le chargement des données. Dès le lancement de l'enracinement de la ruche, Sheng dresse la main et déchaîne des rafales d'énergie pure, déterminé, si le destin refuse de le laisser mener une vie ordinaire, que le monde se prépare à subir son éclat. Le système déclenche une alarme critique en constatant que la masse grasse de son hôte se fait aspirer à un rythme bien plus violent que prévu. Les réserves s'effondrent vers des seuils de danger imminent et exigent un rechargement immédiat. Même si la vitesse de cette vidange prend le gamin au dépourvu, ce contre-coup physique figurait déjà dans ses calculs. Il tient bon la barre jusqu'à franchir le cap des 20% de finalisation. C'est alors que des blocs de pierre et des décombres commencent à pleuvoir sur son crâne. Il tente de tenir le coup mental, mais le système l'informe que le stock de graisse a touché le zéro absolu et que poursuivre l'opération va le réduire à l'état de cadavre asséché. Sauf que le gosse refuse catégoriquement d'abandonner, focalisé sur son objectif de mener la mission à terme, quel qu'en soit le prix. D'imposantes masses d'acier et de béton s'affaissent autour de lui. Face au désastre imminent et à l'entêtement irréfléchi du gamin, le système enclenche le protocole d'urgence et initie l'autodestruction de la colonie. Le compte à rebours de la charge s'enclenche, mais à l'ultime seconde, la jauge de graisse repart à la hausse, accumulant les points à toute vitesse. Le chantier reprend in extremis. Sheng n'en revient pas. Durant le tournoi de Mukbind, il avait à peine pu ingurgiter quoi que ce soit et ne capta pas d'où provenait ce score. Mais là, en broyant et en avalant des blocs de béton ainsi que des barres d'acier par pure nécessité, ses réserves se sont rechargées instantanément. Cela confirme sa théorie. Toute matière renfermant de l'énergie peut être convertie directement en points de masse grasse. Le gamin esquisse un sourire en mesurant l'ampleur et le potentiel réel de son pouvoir. Le système salue la maestria du coup tactique tout en lui adressant une mise en garde. Ingérer et drainer des ressources simultanément va lui ravager l'organisme de l'intérieur. Sous le coup de ce cycle brutal d'efforts surhumains et de régénération ininterrompue, Sheng s'effondre à genoux sur le sol. La douleur est intolérable, mais la stratégie porte ses fruits. Sans perdre une seconde, il s'enfile une nouvelle barre de métal au fond de la gorge, propulsant la ruche à 70% d'achèvement. Le système renonce à stopper cet acte de démence et lui révèle qu'il a goupillé un plan pour extraire Lianjal, laquelle demeure séquestrée à bout de force en priant pour son ami. Impressionné par la manœuvre, Sheng admet que le système se montre bien plus affûté qu'il n'y paraît. Dans le repère des ravisseurs, les mâles fratuent le temps jouant aux cartes aux côtés de la jeune fille ficelée. Lianjal pleure en silence, loin d'imaginer la terreur qui l'attend. Sans préavis,
Le sol se met à trembler, la bande se dévisage, ne pigeant rien à ce vacarme. La moquerie cède place à une vive tension lorsque l'ampoule suspendue au plafond se met à osciller comme un balancier de parc. Les types se redressent d'un bond, prêts à décamper, au moment précis où le luminaire décroche et explose au sol. Cédant à la panique générale, les sbires détalent pour sauver leur peau, abandonnant la gamine ligotée et incapable du moindre mouvement. À cet instant, l'immeuble tout entier s'effondre dans un fracas monstre. Pendant ce temps, une voiture fend l'asphalte avec Hugo installé à l'arrière, expliquant au téléphone qu'il a capté le topo. Il contemple le paysage par la vitre avec une mine intriguée. Il avait refilé sa carte à Cheng plus tôt, mais n'aurait jamais imaginé que le gamin solliciterait son réseau le jour même. Trouvant suspecte la demande des plans d'un édifice plus vieux que lui, l'héritier tente de deviner la manœuvre. En arrivant sur les lieux, l'équipage descend du véhicule. Sauf qu'Hugo remarque la structure osciller dangereusement, se demandant un instant s'il ne souffre pas du mal des transports. À son effarement le plus total, le bâtiment s'écroule définitivement sous ses yeux, forçant tout le monde à piquer un sprint pour ne pas finir sous la poussière. Il n'a aucune idée de la folie qui vient de se jouer, mais identifie sans peine l'auteur de ce carnage. Lorsque la fumée et les nuages de poussière finissent par se dissiper, Cheng surgit de la mêlée de décombres. L'unique secteur du hangar demeuré intact se trouve être la pièce où son ami était retenu, qu'il a pris soin de cuirasser au moyen d'un bouclier d'énergie. Selon ses calculs, cette zone formait une impasse, garantissant ainsi la sécurité de la fille. Il jette un œil aux truands, étalés inconscients sur le sol, qui ont aussi bénéficié par ricochet de la protection. Enfin, il retrouve Lianjal toujours attaché sur sa chaise, évanoui mais indemne. Guidée par la voix familière qui murmure son prénom, la gamine entrouvre lentement les paupières et tombe sur Cheng qui lui annonce sa délivrance. Il lui demande précipitamment si elle est blessée et l'enlace dans un élan de soulagement absolu. Constatant que son ami est hors de danger, le gamin se bouffe les sangs en repensant au calvaire qu'elle a traversé et lui présente des excuses du fond du cœur. Le collapsus du bâtiment ayant provoqué un bruit assourdissant, les forces de l'ordre ne tardent pas à cerner la zone. En plus de prodiguer les premiers soins, les officiers bouclent le périmètre et coffrent le réseau de ravisseurs, gobant la version de Cheng selon laquelle il cherchait simplement son ami porté disparu quand le hangar s'est effondré sans crier gare. Pour finir, les policiers se tournent vers Hugo. L'officier lui demande s'il a repéré le moindre individu suspect en dévisageant les deux jeunes gens. Le Richard hésite une seconde et lui sort une combine. Il prétend n'avoir croisé personne et n'avoir assisté qu'à la pulvérisation du bâtiment. Le policier referme son carnet de notes et ordonne à son subordonné de vérifier l'identité du propriétaire du terrain. Le jeune héritier l'interrompt en lui signalant qu'il n'y a pas besoin de paperasse, vu qu'il s'adresse directement au possesseur des lieux. Interloqué, le policier lui remonte les bretelles, le prévenant qu'entraver une enquête entraîne de sérieux ennuis. Pour sceller définitivement l'affaire, Hugo conserve tout son flegme, dégaine son portefeuille et abat ses cartes. Il révèle son identité et confirme que sa famille détient l'intégralité de la parcelle. Il enfonce le clou avec une aisance déconcertante, affirmant que la bâtisse désaffectée était déjà promise à la démolition et que cette destruction soudaine n'est rien d'autre qu'un coup de pouce du destin. Il rigole en dédramatisant la scène, soulignant que personne n'a été blessé à part les ravisseurs, exactement comme cela en a l'air. Le policier commente que, durant toutes ses années de service dans la corporation, il n'a jamais été témoin d'un truc pareil. Dans la foulée, il demande aux jeunes de monter dans le véhicule de patrouille, ce qui les plonge dans l'inquiétude quant à une éventuelle arrestation. Tout compte fait, il s'agit simplement d'un raccompagnement jusqu'à l'établissement. À l'intérieur du véhicule, tous les trois s'installent inconfortablement sur la banquette arrière, enveloppés par un silence pesant. Cheng réitère ses excuses auprès de Lianjal, mais la fille le rassure aussitôt, lui garantissant que la faute ne lui incombait pas. Malgré cette cascade d'événements, cette épreuve aura au moins servi à leur faire réaliser pas mal de choses. Le jeune homme se tourne vers Hugo et le remercie chaleureusement pour tout son soutien. Observer ses complicités agace profondément la gamine, qui sait pertinemment que le richissime héritier n'a rien d'un enfant de cœur. Pendant ce temps, le jeune homme de bonne famille se demande intérieurement si elle mérite vraiment le moindre pardon. La tension grimpe d'un cran alors qu'ils s'échangent des regards assassins, laissant Cheng rire jaune face à ce climat électrique. Plus tard, quelqu'un frappe du poing sur la table. Le président du conseil étudiant clame haut et fort que cette fois-ci, l'échec est formellement interdit. La plus prestigieuse université de l'Ivy League américaine va dépêcher un étudiant pour un échange académique. La réputation de l'établissement étant directement sur la sellette, la priorité absolue devient le resserrement de la discipline sur le campus. Sushia, également membre du conseil, retouche son maquillage et acquiesce aux propos du président. Elle affiche ses grands airs de fille modèle, mais perd totalement son sang-froid et hurle de rage dès qu'une voiture déboule à toute blinde à côté d'elle, lui ébouriffant la chevelure au passage. Il s'agit précisément du véhicule de police dont elle regarde sortir le groupe de Cheng, venu échanger quelques mots avec l'officier. Toujours rongée par la rancœur,
Elle tend l'oreille, affamée à l'idée de dégoter le moindre faux pas à retenir contre lui. Arborant un sourire machiavélique, elle glisse d'un ton venimeux que le gamin a manqué de veine en croisant la route de Yu. La fille pointe le groupe du doigt et demande à haute voix pour quelle raison un étudiant se retrouve à coquiner avec la poupée des flics. Inquiète, la présidente cherche à savoir si elle le connaît et Sushia saute sur l'occasion. La représentante du conseil prétend que le jeune homme ne cesse de lui coller au basque et qu'il traîne en permanence avec Hugo, un individu connu pour être un aimant à emmerde, ce qui provoque une grimace de dégoût chez la présidente. Le président tranche alors que tous ces types sont à mettre dans le même sac, dévisageant le groupe avec un mépris souverain avant de déclarer que des individus aussi effrontés ne devraient même pas avoir le droit de fouler le sol de l'école. Pendant ce temps, un éternuement retentit dans la demeure de Sheng, un tic répétitif qui l'a poursuivi tout au long de l'après-midi. Il se demande si quelqu'un ne serait pas en train de tailler un costume sur son dos et, alors qu'il essaie de tirer ça au clair, son téléphone émet un bip pour lui signaler une nouvelle notification. C'est une invitation officielle pour la cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants. Rien qu'à la description de l'événement, le jeune homme capte immédiatement qu'il s'agit d'un dîner huppé. Dans cette optique, il fouille sa penderie à la recherche d'une tenue adéquate et a un déclic. Il ouvre un tiroir dans lequel il conserve un cadeau spécial de ses parents, réservé à l'origine pour sa cérémonie de majorité. Une photo ancienne rangée là le montre arborant ce costume formel. Il décide de passer l'ensemble pour le tester, ajustant sa cravate et serrant sa ceinture. Sauf que le costume ne lui va plus du tout comme avant, flottant complètement sur sa silhouette en raison de sa perte de poids drastique subie récemment. À ce précis instant, son ventre se met à gonfler de façon soudaine et incontrôlable, compressant la chemise jusqu'à ce que les boutons sautent et fassent feu de tout bois dans la chambre. Sheng reste sous le choc en voyant la pièce se déchirer et finir en lambeaux sous la poussée grotesque de son abdomen, sentant qu'une explosion imminente est sur le point de se produire. Il se rue à toutes jambes avec une difficulté monumentale et parvient à gagner les toilettes in extremis, d'où de violents fracas se mettent à résonner. Quelques instants plus tard, il émerge de la cabine en entendant le système lui glisser que, lorsque le processus aura éclos, il tiendra entre ses mains le pouvoir de régner sur la terre. Sheng se contente de soupirer et lui réplique froidement qu'il n'a pas de temps à perdre avec ses foutaises. Il n'a pas la moindre intention de conquérir le monde, son unique aspiration étant de protéger les siens. La journée suit son cours et il réintègre le campus comme à son habitude. Son pote enrobé hallucine complètement devant sa métamorphose visuelle. Pendant ce temps, le délégué de la classe, vers de jalousie en entendant tout le monde ne jurer que par Sheng, se racle la gorge pour couper court au débat et s'incruste dans la discussion. Se remémorant qu'ils avaient évoqué un t-shirt en édition limitée auparavant, il a fait exprès de le dégainer ce jour-là pour faire son intéressant. Convaincu jusqu'à la moelle que les gens se jugent à l'apparence, il exhibe sa pièce rare avec un sourire plein de suffisance. Les filles remarquent bien que la teinte s'accorde avec sa chevelure, mais soulignent d'emblée que le haut semble beaucoup trop grand pour sa carcasse, avant de braquer immédiatement leur attention sur Sheng. Le délégué pivote, fou de rage devant le comportement ouvertement sous le charme de ces demoiselles. Alors qu'il s'agite d'un air renfrogné sur sa chaise, le téléphone du délégué émet un bip pour lui signaler un nouveau message. En jetant un œil à son écran, il en reste médusé en découvrant le cliché de l'étudiant insupportable de la veille, n'arrivant pas à croire ce qu'il lit et se demandant si ce type s'est réellement fait escorter jusqu'à l'établissement par la police. Déduisant qu'avec la présence d'Hugo, une bavure a forcément dû éclater en dehors du campus, le délégué arbore un sourire gourmand, persuadé d'avoir enfin coincé son rival. De l'autre côté de la pièce, Sheng demeure assis en silence, philosophant sur la véritable utilité de l'œuf qu'il vient tout juste de pondre. Sur ces entrefaites, le délégué se pointe devant son bureau, hurlant à la cantonade que l'établissement n'est pas une zone de non-droit et lui lançant d'un ton solennel que le ciel a toujours les yeux ouverts. Les camarades se mettent à chuchoter face à ce climat électrique. La sonnerie retentit et le professeur pénètre dans la salle, ordonnant à tout le monde de gagner sa place pour démarrer le cours. Le spectacle coupé en plein vol, le délégué prévient Sheng qu'il ne sentira pas comme ça. Pendant le cours, Sheng cogite dans son coin, n'arrivant pas à piger comment diable il a pu vexer le gamin à ce point. Il tente de se refaire le film de leur historique commun. 1 année. Il a trébuché involontairement et a agrippé le pantalon du camarade, le baissant devant tout le monde, mais il se rappelle avoir été absous publiquement. 2 années. Le dîner. Il a réclamé le contact de Lianjal et s'est retrouvé invité à dîner avec le groupe. On lui a dit de commander ce qui lui faisait plaisir, et il s'est enfilé 6 homards d'affilée, laissant le délégué sous le choc face à la note salée, même s'il doute que la rancune vienne de là. 2 années, le camping, ils partageaient la même tente. Lorsque Sheng s'est éclipsé en douce en pleine nuit pour se faire un encas, son caleçon est tombé accidentellement dans la marmite.
Il jure ses grands dieux qu'il n'y avait aucune mauvaise intention et se sent parfaitement innocent. Bredouille quant à l'origine d'une telle aversion. Sheng tranche que son physique avantageux attire naturellement la jalousie. À 10 minutes du coup de sifflet final, le délégué enclenche le compte à rebours pour tomber le masque du rival, bien décidé à lui faire coller un blâme disciplinaire pour prouver qu'il n'a même pas sa place dans ce cursus. Dès que la sonnerie retentit, le gamin bondit de sa chaise, prêt à foncer au bureau de la direction, mais se fait couper dans son élan par le professeur qui annonce tout sourire un dernier communiqué. La classe se rassoit, espérant assister à la mise au pilori public de Sheng. Sauf que l'annonce concerne simplement un jour férié à venir. Le cours une fois levé et la foule libérée, le délégué constate que Sheng a déjà déserté son siège et décide d'emboîter le pas. Il déboule dans les couloirs en bousculant quiconque se dresse sur sa route, surexcité par cette opportunité qu'il guette depuis des années. Après tout, au fond, ce n'était même plus une histoire de sous pour les homards. Il tente de se convaincre qu'il agit au nom de la justice et du bien-être de la classe et non par pure rancœur accumulée. En négociant le virage du couloir, il atteint la porte du bureau et marque une pause pour reprendre son souffle. Derrière cette porte se dresse l'opportunité qu'il a tant convoitée. Sans perdre une seconde, il actionne la poignée et pénètre dans la pièce. La lumière ambiante semble scintiller comme s'il s'agissait des portes du paradis elles-mêmes, mais la scène qui l'attend à l'intérieur le cueille à froid. Aux côtés du conseiller d'orientation se tient Sheng en personne. En avisant la mine déconfitée de son camarade, le jeune homme lui lance que c'est une sacrée coïncidence de le croiser là, le voyant à bout de souffle après sa course effrénée, lui propose même gentiment un verre d'eau. Le délégué bouillonne de sarcasme, persuadé que son rival a complètement perdu la boule en venant se jeter de lui-même dans la gueule du loup. Pendant que cette comédie se joue au sein de l'établissement, sur le terrain où le bâtiment s'est effondré plus tôt, un individu mystérieux discute avec son supérieur, tendant la main vers le ciel et affirmant qu'il perçoit une énergie inédite flottant dans l'air. De retour dans le bureau, le délégué affiche un sourire condescendant, convaincu que son ennemi a marché la tête haute vers son propre châtiment. Mais au moment exact où il ouvre la bouche pour déverser son venin et balancer son rival, le professeur le coupe net, déclarant que le jeune homme a visé juste dans son initiative. L'adulte brandit alors un objet tout juste livré depuis le commissariat, une bannière officielle d'hommage décernée à Sheng pour avoir démantelé et neutralisé une redoutable bande de criminels. Pour parachever l'humiliation, le professeur ordonne au délégué de porteur l'oriflamme et de l'aider à afficher cet exploit devant toute la classe. Saisi d'un dégoût profond et d'un sentiment de honte absolue, le délégué est contraint de ravaler sa fierté. Arborant une mine déconfit qui trahit la violence du supplice, il rassemble les élèves. Le photographe ajuste son cadre, leur demande d'esquisser un léger sourire et enclenche le décompte. Le flash crépite, immortalisant le cliché des deux étudiants brandissant la bannière face à l'assemblée. La salle se transforme aussitôt en un mur de flash, les élèves dégainant leur smartphone pour immortaliser l'instant. Le délégué disposant d'un solide réseau, on lui intimide l'ordre de publier la photo sur ses canaux dans la minute. Il tente de faire le mort en silence pour s'éviter un ridicule supplémentaire, mais le professeur le prévient qu'il ira vérifier son fil d'actualité plus tard dans la soirée pour s'en assurer. Sheng, dans son monde parallèle, interprète de travers la séquence. Il s'imagine que son camarade s'épuise à force de se dévouer pour la classe et qu'il a couru jusqu'au bureau par pure sollicitude, ce qui ne fait qu'alimenter exponentiellement l'aversion du délégué. Néanmoins, arborant un sourire radieux, Sheng décide de tendre un rameau d'olivier et l'invite à un banquet de célébration, lui brandissant une photo d'Isa sur son téléphone tout en lui révélant que leur influenceuse favorite honora l'événement de sa présence. Le délégué pète un câble, l'accusant ouvertement de se foutre de sa gueule. Sheng tente de se disculper en jurant que sa démarche est sincère, mais le gamin est bien trop meurtri. Il crie à l'hypocrisie et se tire en trompe dans le couloir, laissant le jeune homme planté là à parler dans le vide. La nuit finit par tomber, apportant dans son sillage la festivité tant attendue. En franchissant le seuil de la réception, Sheng en reste la bouche bée, témoin pour la première fois du luxe ostentatoire caractérisant les soirées de la haute société. Tout autour de lui, les convives débordent d'aisance, d'éloquence et d'un niveau de sophistication situé à des années-lumière de son cercle social habituel. S'avançant au milieu de convives vêtus de costumes élégants, le jeune homme observe chaque détail de l'environnement et réalise que la sophistication des lieux joue dans une toute autre catégorie. Tout à coup, le buffet surgit dans son champ de vision, étalant une quantité incroyable de mets raffinés qui n'attendent plus qu'à être dévorés. Lorsque le majordome l'invite à se servir à volonté, le gamin manque de sauter de joie face à une telle abondance. Sans réfléchir à deux fois, il saisit la suggestion au bond et se plonge corps et âme dans le banquet. Pendant ce temps, dans un salon privé, une jeune femme apporte les dernières touches à son apparence. Elle parfait son maquillage et ajuste une robe taillée sur mesure, prête à monopoliser l'attention. En tant qu'attraction principale de la soirée, elle fait une entrée remarquée en saluant l'assemblée d'un sourire éclatant digne d'une star. Interrogée par un représentant au sujet des rumeurs prétendant que le vainqueur de la compétition serait déjà désigné, elle hésite un instant avant de rétorquer que, s'agissant d'une prestation en direct, le résultat demeure totalement imprévisible. Au même moment,
Le chef cuisinier informe la direction, en pleine panique, que le stock de nourriture s'épuise à une vitesse folle. Le responsable fond un câble, cherchant à savoir quel gouffre sur pattes est capable de s'enfiler autant de nourriture au point d'accumuler une véritable montagne d'assiettes vides. L'assistance commence elle aussi à remarquer le phénomène, médusée par l'appétit insatiable du garçon. Un spectacle qui finit par ouvrir l'appétit de tous les invités aux alentours. Cheng, qui s'était pourtant déjà calé le bide avant de quitter son domicile, continue de dévorer sans faim. Sur ces entrefaites, un homme s'approche prudemment, s'excuse de l'interrompre et se présente comme producteur de contenu gastronomique. Il lui explique que sa firme projetait de signer un partenariat avec une autre personne, mais qu'il a réalisé que le style de Cheng correspond bien mieux à l'image de la marque, lui dégainant une proposition de collaboration sur le champ. La carte de visite le désigne comme directeur exécutif d'un géant de l'agroalimentaire. Intrigué, Cheng accepte le contact, mais la streamer rivale ne parvient pas à ravaler sa déconvenue. Après tout, son propre oncle s'est démené comme un diable pour décrocher une ouverture auprès de cette même corporation. Bien décidée à lui couper l'herbe sous le pied, elle s'avance d'un air mielleux et lui glisse qu'elle le cherchait justement. En l'agrippant par le bras, elle fait monter la rougeur aux joues du jeune homme sous l'effet de ce contact inattendu. La fille invente de toutes pièces avoir égaré un objet précieux dans le parking et sollicite son aide. Piégée par la plastique de la jeune femme, Cheng accepte immédiatement, prenant congé du directeur, lequel le libère chaleureusement en lui rappelant qu'il attend sa réponse. Tous deux gagnent la pénombre du parking, où elle en rajoute une couche dans le drame en prétendant devoir retrouver un collier à forte valeur sentimentale ayant appartenu à sa mère, simulant une culpabilité rongicorne face à sa propre étourderie. Cheng s'accroupit et allume la torche de son téléphone, pleinement concentré sur sa tâche. En retrait, la fille l'observe en silence, gardant un œil sur deux silhouettes embusquées dans l'obscurité. Le piège sordide est tendu. Dès qu'il remettra la main sur le bijou, elle feindra une perte d'équilibre pour s'étaler au sol. À cet instant précis, les paparazzis engagés par ses soins mitrailleront la scène de flash, forguant de toutes pièces la version selon laquelle le gamin l'aurait violemment bousculé après s'être fait refouler. Dès que le piège serait éventé, la cote de popularité de l'influenceuse s'envolerait vers les sommets, tandis que Cheng se ferait réduire en miettes pour avoir eu l'audace de se dresser sur sa route. Cheng s'exclame d'un ton enjoué qu'il a mis la main sur l'objet, brandissant la pièce tout en lui demandant s'il s'agit bien du fameux collier. Sauf qu'il reste complètement perplexe en voyant la gamine partir d'un rire démoniaque digne d'une sorcière. Fidèle à son cou tordu, elle simule une perte d'équilibre et se laisse tomber d'elle-même sur l'asphalte. Dans un réflexe, le jeune homme tente de la retenir au vol, mais c'est trop tard, la fille s'étale de tout son long dans un fracas retentissant. Les paparazzis font crépiter leur flash sur le champ, immortalisant la scène sous le bon angle pour fabriquer l'agression de toutes pièces. En jetant un coup d'œil en arrière, Cheng comprend immédiatement la mascarade, d'autant que les photographes engagés lui adressent même un signe du pouce levé. La streamer n'en revient pas devant l'incompétence de ses spires, qui ne se sont même pas donné la peine de prendre du recul pour faire un cadre correct. C'est alors que la fille se fait lâchement bousculer quand la portière du véhicule sur lequel elle s'appuyait s'ouvre brusquement. Une femme sapée de manière extravagante émère de l'habitacle, hors d'elle d'avoir été dérangée dans sa tranquillité. La streamer fait front en lui demandant sèchement qui elle est, mais Hugo s'interpose et leur ordonne à toutes les deux de fermer leur bouche, balançant qu'il n'a pas de temps à perdre avec leur comédie. Le riche héritier signe un chèque de 500 000 balles dans la minute et le temps au paparazzi pour qu'ils déguerpissent. Sans se le faire dire deux fois, les photographes empochent le pactole et s'éclipsent. En dévisageant la streamer, Cheng ressent un dégoût immédiat, ironisant sur le fait que ses parents ne toucheraient jamais une telle somme en une année entière. Lorsque le gamin finit par se baisser et ramasse le chèque, Hugo part d'un rire plein de mépris et le traite ouvertement de bouffon. Une fois seul avec le bout de papier entre les mains, le système lui demande s'il compte réellement ravaler une telle humiliation. L'argent donne décidément tous les droits aux plus fortunés, et voir ce type signer une véritable fortune sans même cligner des yeux lui soulève le cœur, poussant Cheng à chiffonner le chèque dans un accès de rage. Alors que la cérémonie principale démarre dans la grande salle pour souhaiter la bienvenue aux invités, Cheng repère Hugo, passablement agacé et sur le point de mettre les voiles. Bien décidé à lui rendre la monnaie de sa pièce, il sollicite le système pour lui concocter un petit cadeau de départ. Le système exige une instruction plus précise et Cheng lui ordonne de métamorphoser le présent en singe afin de ridiculiser l'héritier devant la gaine féminine. Le système trouve la manœuvre gamine, mais lui demande de patienter jusqu'à ce que la cible se rapproche. Hugo était en train de danser avec une cavalière. Au moment où le duo passe à proximité, Cheng déclenche la frappe du système. L'impact fait mouche, bien que le résultat ne soit pas à 100% conforme aux prévisions. Cela étant, voir le Richard péter un câble et hurler à l'aide en public reste un spectacle impayable. Les agents de sécurité se précipitent pour intervenir et maîtriser le chaos. Cheng esquisse un sourire satisfait en voyant Hugo vomir ses tripes sur le sol, complètement sonné par une crise de nausée.
Reprenant tant bien que mal ses esprits, Hugo ordonne au vigile de l'escorter jusqu'à sa voiture. Il gagne le parking en titubant, maudissant cette soirée désastreuse. Une fois sur place, c'est la douche froide. Il découvre que les 4 pneus de son bolide de luxe se sont purement et simplement volatilisés. Il pète complètement les plombs et se met à hurler au milieu du parking, exigeant de savoir quel enfoiré lui a tiré ses roues. C'est le moment précis que choisit Sheng pour pointer son nez d'un air narquois, fanfaronnant au volant de son scooter qui se faufile à merveille dans la circulation. En découvrant le gamin, Hugo perd totalement le contrôle. Il agrippe Sheng par le col et l'accuse sans détour d'avoir volé ses pneus. Sheng lui répond avec un sourire plein de morgue, lui rétorquant qu'il n'aurait strictement aucune utilité de pneus de voiture puisqu'il roule en scooter. Hugo refuse de lâcher prise, bien décidé à régler le différend par la manière forte, jusqu'à ce qu'une voix féminine autoritaire vienne interrompre l'empoignade. La femme lui passe une avoinée, lui reprochant de jouer les dandys tirés à 4 épingles tout en bousculant et en intimidant un gosse en défense. Dégageant une aura follement charismatique, la nouvelle venue fait face à l'héritier, lui assénant qu'il s'agit d'un spectacle pitoyable. Hugo lui ordonne de ne pas se mêler de ce qui ne la regarde pas, mais elle exige qu'il relâche le gamin sur le champ, à moins qu'il ne préfère aller régler l'affaire au poste de police. Bout de patience, Hugo lui demande pour qui elle se prend et lui sommant de faire marche arrière. Sans le moindre avertissement, la femme s'avance et lui décoche un coup de pied dévastateur en plein estomac. Hugo se retrouve catapulté sur l'asphalte, s'écroulant inconscient la bave aux lèvres. La femme contemple la scène, satisfaite du châtiment administré. À ses côtés, Sheng demeure complètement médusé, n'ayant pas la moindre idée de l'identité de cette combattante mystérieuse.